le livre se présente comme une série de dialogues, mais il n'y a pas de personnages réellement en fait, hein, parce que la construction de ces dialogues partent la plupart du temps donc de phrases qui ne sont pas de moi, que j'ai notées. Ce sont des phrases, par exemple, il y en a pas mal qui viennent de Jean-Michel Blanquer, tout simplement, du ministre de l'Éducation nationale actuel, ou de Alain Finkielkraut, voilà, qui a fait sur France Culture de nombreuses émissions centrées sur l'école, le déclin de l'école, le problème de l'orthographe, etc., etc. J'ai passé un temps à faire un relevé de ces phrases-là qui m'ont servi de starter, en fait, de démarreur pour écrire les dialogues. Et ensuite, il n'y a pas de personnage vraiment caractérisé. Est-ce que c'est des profs? Souvent, oui, c'est un peu... On perçoit que ce sont plutôt des enseignants qui parlent entre eux, mais pas forcément. Ça peut être un peu n'importe qui parle de l'école, des gens qui sont concernés par la question. Et donc, en fait, c'est des dialogues où je vais pousser à bout la logique, on va dire, décadentiste ou des fois réactionnaire, il faut bien le dire, de ces phrases de départ. Et en poussant à bout ces phrases-là, évidemment, il y a un côté absurde et j'espère drôle qui à certains moments émerge, quoi. Et quand on le lit à deux, cette drôlerie, elle finit par émerger. Puis ça met aussi, non accessoirement, le doigt sur des espèces de, comment dire, des nœuds dans la tête de tous les gens en France, dont la question de l'orthographe en particulier, mais pas que. Et donc ça essaye de tourner autour de ça et de dénouer et de casser ces nœuds-là qui nous font tourner en rond depuis des décennies, voire pour l'orthographe, j'allais dire des siècles, quoi. Les choses changent, qu'on le veuille ou non. Par exemple, l'orthographe, on y revient souvent quand on me pose des questions sur le livre, et c'est normal, puisque c'est encore une question capitale. Il y a à nouveau des dictées sur France Culture, à la radio. Donc bon, la dictée, c'est une espèce de massif, on dirait que c'est le Mont Blanc. Et en réalité, les choses changent. C'est-à-dire, par exemple, sur la question de la dyslexie, comme je suis enseignante depuis très longtemps, je sais bien que ça a changé, hein, que pendant très très longtemps, jusqu'à au moins il y a une bonne dizaine d'années, peut-être moins même, hein, les élèves qui étaient dyslexiques, en fait, très souvent étaient considérés comme des élèves un peu stupides, il faut bien le dire, bêtes, parce qu'ils ne comprenaient pas l'orthographe. Faut se représenter ça, hein. C'est cette époque pas si lointaine où, quand on faisait les dictées, il y avait des moins 20, des moins 30, des moins 40, ce qui n'a absolument aucun sens. Et tout le monde trouvait ça normal, bien entendu, étant donné. Bon. Et puis, ça a un peu évolué, un peu changé dans le bon sens sur la question de la dyslexie. Et maintenant, on ne fait plus ces erreurs-là, on aménage les dictées, on sait bien que les élèves qui sont dyslexiques sont pas forcément, ont d'autres qualités, ne sont pas forcément stupides. Et donc, par exemple, sur cette question-là, ça a changé dans le bon sens. Mais évidemment, quand on est dans un métier depuis très longtemps, on sent ça de manière assez fine, parce que quelquefois, d'une année à l'autre, ça change. Par exemple, j'ai remarqué, j'ai des élèves de 3e, que à partir de l'an dernier, brutalement était arrivée dans le collège où j'exerce, dans le 04, la question féministe, en fait, en réalité, hein, qui avant n'était pas du tout là. Les garçons deviennent de plus en plus délicats et les filles, certaines filles se saisissent de cette question, mais de manière pas du tout inintelligente, parce qu'elles entendent les choses, elles les articulent, donc c'est arrivé. Et c'est arrivé, je dois dire, de manière relativement convaincante, sans toutes les crispations et les débats invraisemblables qui couvrent, qui envahissent les médias et tout ça. Ça change sans cesse parce que les jeunes qu'on voit chaque année changent aussi, hein, et se ressaisissent de tout ça de manière souvent assez intelligente. Est-ce que l'on peut revenir quelques instants sur cette dimension de l'attention qui est au cœur du dialogue ? Finalement, quand j'écris, je ne suis pas si attentive que ça. Il y a un poète américain qui s'appelle Jack Spicer. Bon, et ce poète explique que
quand on écrit de la poésie, pour lui, enfin lui c'était son cas, hein, c'était comme quand on écoute la radio et qu'on se saisit comme ça, on tourne sur les ondes, et puis on attrape comme ça des choses qui viennent de la radio, comme des voix de la radio. C'est une métaphore que je trouve très intéressante et assez complexe en fait, parce que c'était à la fois pour lui pour casser l'idée de l'inspiration qui viendrait d'en haut, hein, là c'était plutôt les ondes de la radio, voilà, bon, quelque chose, un objet assez quotidien, et puis en même temps qui font bien comprendre que la littérature, la poésie, c'est quelque chose qui vous traverse comme ça et dont on se saisit plus ou moins aléatoirement. Et je pense que j'écris comme ça, c'est peut-être parce que je viens de la poésie aussi, mais sans prétention à faire tout venir de mon travail personnel ou je sais pas quoi. Et dans ce livre-là et dans les autres, il y a aussi des choses qui m'ont traversée, dont plus ou moins aléatoirement je me suis saisie, que j'ai plus ou moins fixé, travaillé comme ça, et puis ça donne des livres en fait qui sont des fois relativement digressifs, voire erratiques, et parce que, bon d'abord j'arrive pas à écrire autrement, et puis aussi parce que je pense que ça donne un souffle, une respiration, une liberté à la manière dont on écrit, ce point de vue-là, d'une attention involontaire, ou quelque chose de cet ordre-là, assez léger. Voilà, alors ça c'était pour décoller la notion d'attention, évidemment, du gros problème de l'attention des élèves et tout ça. Mais là aussi, il y a une attention constante sur 50 minutes ou sur 1 heure qui là, il ne faut pas rêver. Moi-même, quand je suis en formation, je n'écoute pas le formateur, et pourtant je suis habituée, je n'écoute pas le formateur pendant 1 heure sans penser à autre chose à un moment. Donc en fait, l'attention, ça se sent quand on est enseignant. On fait une activité pendant 10 minutes, un quart d'heure, on sent à un moment que la tension baisse, hop, on va relancer par autre chose. Il faut 2-3 activités par heure, c'est normal. Mais ça, vous voyez, c'est des trucs que, évidemment, en télétravail, c'est impossible à faire parce qu'on ne les voit pas, on ne les sent pas. On ne voit pas le regard qui va ailleurs, le geste, etc. Donc l'enseignement, c'est quelque chose de physique. Peut-être aussi pour ça que ça tombe bien que ce soit un livre physique qui soit sorti. C'est physique, ça passe par le corps, ça passe par les vêtements, ça passe par l'attention au regard, enfin tout ça. Il y a besoin de corps dans l'enseignement.